Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre sur cette première conférence de l'après-midi. Et pour commencer, on a le plaisir d'accueillir Nancy Bohème de Studio Twins, donc qui développe Maze, un plaid thérapeutique. On va en parler juste après. Et donc, peut-être tu voulais lancer la vidéo, comme ça va permettre de présenter à tout le monde ce que c'est Maze, et ensuite on va attaquer notre échange. Est-ce que ça te va ? Ouais. Ah bah, allons-y alors. Alors, peut-être juste donner une phrase. Vas-y, un petit mot d'introduction alors. D'intro. Comme ça, ce sera plus simple de faire le lien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis la cofondatrice de Maze. Après quasiment 3 ans de recherche et développement, on a commencé à commercialiser en 2019. Et Maze, en quelques mots, tout simplement, puisque c'est le mot de notre échange, c'est un dispositif qui permet de développer la prévention et l'apaisement des symptômes comportementaux, notamment sur le secteur de la santé mentale. Donc très concrètement, on forme, on accompagne et on outille les professionnels de santé dans les secteurs de psychiatrie, de gériatrie et également dans le domaine du handicap et de l'autisme à développer leurs compétences sur les approches non médicamenteuses pour mieux anticiper et mieux apaiser les patients en situation de crise. Et donc il y a un outil, une technologie. On va voir là, et il y a un processus de formation et d'accompagnement. Et notre sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que tout ça peut être rendu très simple et très efficace. Donc, du coup, une petite vidéo pour présenter ce que fait Maze, et ensuite on attaque l'échange. Donc voilà pour la petite présentation. Donc vous avez pu voir sur cette vidéo que Maze, c'est un plaid thérapeutique, comme on va en parler juste après. Mais pour commencer cet échange, Nancy, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, nous raconter un petit peu qui tu es, quel a été ton parcours avant d'en arriver à Maze ? Oui, désolée, du coup j'ai dans l'intro déjà répondu un peu. Mais surtout ton parcours, quel a été ton parcours justement avant d'en arriver à ce que tu fais aujourd'hui ? Donc initialement avec mon associé Louane, on est plus spécialisé dans la conception industrielle, donc Louane dans la conception industrielle textile et de mon côté plutôt sur la conception d'objets et de systèmes connectés. Donc autant le dispositif, donc objet connecté, environnement connecté aussi, et tout ce qui est les questions de parcours utilisateur. Et donc d'expériences utilisateurs qui vont avec la prise en main et la transformation des pratiques de toutes ces nouvelles technologies. Santé. Ok. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de simplicité en santé, et donc Nancy va nous faire une super présentation par rapport à ça. Et pour commencer, justement, on va rentrer directement dans le sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment comprendre son marché, comment rester humble et lucide par rapport à son marché ? C'est très bien le ping-pong que tu choisis de faire. Je dirais que c'est plus facile de rester simple quand on n'est pas professionnel de santé aussi.
Et c'est aussi ça que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est que je pense que quand on est très expert dans son domaine, on a tendance à faire des choses géniales, mais qui parfois être très longues et très complexes. On l'a vu ce matin avec des choses vraiment géniales et honnêtement incroyables, notamment ça m'a marqué là, le témoignage là, de France Biotech. Mais on peut aussi faire des choses très très simples et changer la vie des gens avec un énorme impact, avec des choses très simples. Et c'est vrai que venant pas du domaine, on a peut-être cet œil-là, et c'est aussi ça que j'aimerais partager un peu à des personnes qui vont se pencher pendant un temps approfondi sur ces projets que vous allez développer, c'est de jamais oublier de rester simple. Extrêmement compliqué ça. Comment Voilà. on fait donc du coup concrètement pour les personnes qui sont dans la salle aussi, qui participeront au hackathon, pour prototyper un MVP de manière simple? Je te réponds en répondant juste, désolée à ce que tu disais juste avant, mais je pense déjà l'humilité de se dire je réponds à un besoin précis, et c'est ça qui déjà amènera mon produit sur le marché le plus vite possible, c'est de répondre à un besoin fort et pas essayer de répondre à tous les besoins. D'accord. Attention au syndrome couteau suisse, je sais faire plein de trucs, donc je vais résoudre plein de trucs à la fois, mais en fait je vais rien concrétiser. C'est un peu la tendance qu'on va avoir de tout résoudre, et avoir un bon market fit, c'est déjà résoudre une chose. D'accord. Et vous, dans votre cas précis, je vais poser aussi des questions supplémentaires. Comment vous avez identifié le pain point majeur à traiter avec votre solution? On est parti d'une intuition, celle que le textile, c'est quand même une des choses qui est les plus proches de la peau et du corps humain, et que donc un dispositif médical textile, c'est un dispositif qui était plus facilement porté par la patient et donc plus accepté, et donc on pouvait avoir beaucoup plus de facilité à capter ou à diffuser des choses. Et que le sensoriel, c'était quelque chose qui parlait à tous et à tout le monde, pas besoin d'être touché par un handicap, et que donc être enveloppé par quelque chose de sensoriel, ça pouvait forcément faire du bien. D'accord. C'est le postulat de départ. On a commencé à prototyper des premières versions, et on a très rapidement rencontré des professionnels à l'époque du secteur de la gériatrie qui finissaient le déploiement sur le territoire français d'une approche multisensorielle pour l'apaisement de la maladie d'Alzheimer. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont vu ce qu'on faisait, et directement ils nous ont dit ok, on a un besoin précis, c'est qu'on a du matériel sensoriel pour apaiser les patients. Mais ce matériel n'est pas suffisamment pratique, et ce que vous avez développé, vous, ça rend l'accès au sensoriel pour apaiser le patient beaucoup plus simple. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez développer votre couverture sensorielle pour nos patients ? Je ne vais pas rentrer en détail, mais parce que la façon dont vous le faites déjà, ça résout un problème que nous, on a, c'est-à-dire l'accessibilité. Nous, on a plein de matos partout, on ne sait pas où on le range, il est cassé, il manque des piles, personne n'est formé. Enfin, quand c'est en route, ça fonctionne bien, mais tous les aléas font que c'est jamais en route et que ça ne fonctionne jamais bien. Et vous avez réussi à le faire de cette façon-là, donc est-ce que vous pouvez continuer à le développer pour nous comme ça? D'accord. Si je suis claire, mais... Donc si, très clair. D'ailleurs, n'hésitez pas dans la salle à poser des questions aussi en direct. On pourra les prendre, on aura aussi un temps d'échange. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que vous êtes rentré quand même très rapidement en contact avec des professionnels de santé, donc, parce que vous n'aviez pas cette expertise précédemment. Comment tu as fait? Tu as foncé tête baissée, tu es allé voir directement, tu t'es dit il faut que j'y aille, ou c'est eux qui sont venus vers toi, qui ont entendu parler de Maze au début? Comment ça s'est passé vraiment le tout début? C'est ce qui plaît souvent, ce qui intéresse beaucoup les porteurs de projets. Le tout début, c'est venu même avant Maze, parce qu'avant j'avais fait un projet de conception d'innovation dans les dispositifs orthopédiques. J'en reviens à l'humilité, mais c'est de se dire ok, je sais concevoir, j'ai des idées, je sais prototyper, mais je ne peux pas ressentir ce que ressent la personne qui va l'utiliser. Et donc très vite je suis allée taper aux portes de cabinets de fabrication de matériel orthopédique en leur disant bon, moi je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mieux faites, je voudrais vous aider, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Et au début les portes étaient fermées. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous êtes du textile, les matériaux, pourquoi? On fait pas de la mode, gna gna gna. Et c'est d'aller convaincre et dire honnêtement, j'aimerais comprendre quelles sont vos difficultés quand vous concevez du matériel orthopédique et les difficultés de vos patients, parce que moi je pense que je peux vous aider peut-être à réfléchir autrement, et on peut créer quelque chose ensemble d'un peu plus qui pourrait vous aider. Donc c'est très très tôt en fait, extrêmement tôt, même pour des premiers protos qui ressemblaient pas à grand chose à l'époque, de pousser des portes et de montrer que c'est ensemble qu'on va réfléchir et à trouver la bonne solution. Et cette approche-là, elle s'est répliquée naturellement dans Maze, où justement, même au premier pré-prototypage, il y a toujours des utilisateurs qui ont été inclus systématiquement. D'accord. Donc on dégage de l'erreur très vite en fait. C'est grâce à ces partenariats. Si tu n'avais pas eu ces partenariats très rapidement, tu n'aurais pas pu aussi avoir autant de retours très rapidement sur ce que vous faisiez.
Mais quand tu dis partenariat, attention, parce que partenariat, on va pas faire des conventions en 10 exemplaires du formulaire 36B-08. Hein. D'accord. C'est j'ouvre une porte, j'appelle quelqu'un, ok, on fait ça. Il faut balayer aussi un peu parfois les protocoles. Quand on est dans des études cliniques très complexes, je comprends qu'il y ait tout un tas de protocoles, mais quand on est au tout départ comme ça, sur un dispositif qui a aucun danger, faut pas trop formaliser les choses non plus, quoi. Sinon D'accord. on se perd dans des démarches administratives de partenariat, etc. C'est juste aller toquer à la porte, est-ce que je peux venir une après-midi, un crash test, voilà. D'accord. C'est intéressant que tu parles. Tout simple comme ça. Ok, c'est hyper intéressant que tu parles de ce côté un petit peu justement un peu réglementaire. Il n'y a pas besoin de faire énormément de tests parce que je sais qu'au début de l'aventure, vous avez fait le choix directement de commercialiser sans passer par les certifications DM, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez pris ce choix structurant et pourquoi vous l'avez pris? Et est-ce que peut-être on vous l'a reproché? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont douté dessus? Encore une fois, parler très très tôt à ses clients, à ses futurs clients, ça permet de comprendre quels sont les freins d'accès au marché. Et comme la question du dispositif médical, c'est pas tellement posée, elle était plus posée par curiosité. Je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air d'être gênant. Je suis quand même allée vérifier auprès de la NSM et ils ont dit, votre dispositif, en fait, il est paramédical. D'accord. Et donc, il n'est pas obligé d'être dispositif médical. Donc, partant de là, on s'est dit, en fait, il n'y a pas besoin de ça pour le vendre. Allons-y, quoi. Allons-y, on a fait une étude d'analyse des risques, on a fait sérieusement notre travail. On ne va pas se prendre pour 3 ans d'études cliniques si on n'y en a pas besoin. D'accord. On le fera. Là, c'est pour ça qu'on lève des fonds. Mais les 3 premières années... Vous êtes en cours, là, du coup, en cours de certification DM? On va démarrer des étapes et voir si, encore une fois, réanalyser, ça vaut vraiment le coup, en fait. D'accord. Je pense que, voilà, c'est... Si ça vaut le coup, oui. Moi, je pense que ça vaut le coup, mais ça valait pas le coup au début, en fait. C'est un argument marketing sûrement en plus. Est-ce que il y a plein d'intérêts, bien sûr. Ok, il y en a sûrement qui vont le demander aussi pour faciliter la commercialisation. Le fait d'être marqué CE, ça ouvre aussi des portes plus facilement, quoi. Oui, c'est certain. Mais voilà, encore une fois, c'est en plus. On n'a pas attendu ça pour commercialiser, pour produire. D'accord, donc vous êtes allé toujours dans l'état d'esprit de rester simple. Et la simplicité, ça implique pas uniquement la conception, ça implique aussi justement la phase de commercialisation. Et je sais que c'est quelque chose sur laquelle vous avez travaillé. Comment vous commercialisez de façon simple? Grosse question. Je mets les 2 pieds dans le plat. Encore une fois, on ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix d'investir de l'énergie sur l'efficacité commerciale et pas sur la pub ou le marketing, qui sont des façons d'accès au marché qui sont plus lentes, qui sont finalement on investit beaucoup, on lance beaucoup de canne à pêche et on sait pas trop comment ça va revenir. Clairement, nous on investit extrêmement peu dans tout ça, mais on est sur tout simplement de la prise de contact très très sincère et très directe. Allô, bonjour, ça c'est l'outil de vente, le seul. Allô, bonjour, on a identifié que vous aviez telle et telle problématique, nous on les résout de telle et telle façon, est-ce que ça vous parle? Oui, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se rencontre? Voilà. D'accord. C'est des gros défis, et justement comment tu continues à rester simple? Plus tu vas te développer, là vous allez sûrement rentrer justement dans des phases d'industrialisation, comment tu fais pour maintenir cette simplicité même quand tu grandis? Comment tu peut-être tu l'insuffles à tes équipes? Comment tu arrives à garder cet état d'esprit de restons simples? C'est peut-être des grosses questions, mais c'est peut-être intéressant. Je sais pas, en fait c'est un réflexe. D'accord. C'est dans l'ADN. Ok, genre dans la vie quotidienne, tous les jours, comment ça se passe avec tes équipes? Tu leur dis fais la chose la plus simplement possible. Est-ce que ça se verbalise ou elles aussi, les équipes le font de façon naturelle? Je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'influence que les fondateurs peuvent avoir sur leurs équipes. C'est en fait les gens prennent naturellement aussi le pli. D'accord. Et c'est intéressant parce que c'est un point que je n'avais pas mis dans la trame mais qui m'est revenu après. Donc on travaille avec un pool de psychomotriciens qui nous aident à concevoir les programmes sensoriels qui sont diffusés, qui sont nos formateurs, qui interviennent auprès des équipes avec le dispositif pour les suivre. Et il y a un de nos psychomotriciens qui maintenant est là pour faire de la partie études et justement pré-études cliniques. Et donc elle arrive avec ses étapes, ses processus, ses trucs et ses machins. Et là c'est intéressant parce que là je dis ok, soit on peut démarrer maintenant. Ouais, toi tu veux toujours y aller directement, tu veux foncer et
Du coup, c'est vrai que toutes ces étapes-là, ça peut te freiner. Tu as l'impression que ça peut freiner aussi le processus. C'est frustrant, en fait. Et ça part d'un très bon sentiment, parce que c'est très consciencieux. Mais directement, et là, c'était un peu la rencontre entre la personne formée côté clinique et l'entrepreneuriat, quoi. Oui. Donc elle me dit, alors là, il faut que je fasse des dossiers pour aller trouver des fonds, pour financer l'analyse de données que j'aurais récoltées une fois que j'aurais fini mon étude. Je dis, on démarre l'étude et on trouvera une solution. Désolée, ça paraît peut-être un peu comme ça, mais du coup, là, l'étude, elle a démarré, on a des premiers résultats, et voilà. Et oui, il y a des fonds qui vont arriver, mais c'est toujours te dire, bon, qu'est-ce que je peux cut comme étape, comme process, comme truc. Il ne faut pas toujours vouloir faire le bon élève. En fait, voilà, c'est ça. Il ne faut pas toujours vouloir faire le bon élève et faire écocher toutes les étapes pour se sentir légitime ou rassuré. À un moment, si tu développes une start-up, tu es obligé d'aller vite, et c'est un peu pirate. Et on n'a jamais pris de risque qui mettait en cause quoi que ce soit au niveau de la santé des patients, je le dis bien. Bien sûr, ça c'est toujours précisé. On ne peut pas tout maîtriser, quoi. J'attends pas d'avoir tous les certificats pour avancer. Voilà. C'est un peu cette mentalité, c'est d'évaluer les risques et parfois se dire, ok, bon, ça c'est un risque qui est mineur, j'avance en fait. Et on a l'impression que c'est quand même, comme tu l'as dit, un peu dans l'ADN, mais si tu essayais de le verbaliser, si tu devais donner un conseil aux personnes qui nous écoutent et justement qui veulent entreprendre, qui souhaitent entreprendre ou peut-être qui entreprennent déjà, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? Je sais pas, c'est un peu quel est le chemin le plus court pour aller de A vers B, quoi. Enfin, c'est... Est-ce que ça t'est arrivé de coacher peut-être des entrepreneurs qui te contactent et du coup ils te demandent un petit peu comment faire, parce que forcément vous avez maintenant une petite expérience dans l'écosystème, vous comprenez, vous avez développé, vous avez déroulé un petit peu vos étapes. Est-ce que tu leur dis voilà, regardez comment j'ai fait au début et tu te poses pas de questions, juste fais quoi? C'est exactement ça, c'est arrête parfois de te poser trop de questions, fais et tu verras après. On peut pas tout, faut lâcher prise en fait. On peut pas tout maîtriser. On peut pas prévoir toutes les conséquences du plan A au plan Z, en fait. Oui, complètement, tu peux pas tout prévoir. Ça me fait penser à une autre question qui n'était pas dans ma trame, mais tout à l'heure tu as parlé d'aller directement sur les fonctionnalités essentielles, donc de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles. Et je suppose que là, actuellement, en vous développant, vous avez aussi des flux rentrants, des personnes qui vont vous demander des features particulières, etc. Comment tu fais pour leur... S'ils payent pour, moi je le développe. Voilà. Ah ok. Mais pareil, comment tu fais pour faire le tri entre ce qu'il faut faire, ne pas faire, voilà, tout simplement. Comment tu fais pour faire le tri ? En fait, on cumule les retours des clients. Et quand on voit qu'on a un certain nombre de fois le même retour, on le met en priorité. C'est rien de très, pour le coup, c'est rien de très, très spécial. On cumule tous les retours, on regarde ce que techniquement on peut faire ou pas maintenant avec les moyens et le temps qu'on a. Et dans ça, on regarde ce qui est demandé le plus souvent ou ce qui est le plus gros frein par rapport à l'usage des clients. Parce que les gens ils vont toujours faire plein de retours, c'est super. Oui. Mais il y a des fois où ils le font juste parce qu'ils veulent donner un conseil. Et de ça, il faut les écouter et trier. Ok. Qu'est-ce qui concrètement, j'entends vos demandes, qu'est-ce qui concrètement gêne au quotidien votre utilisation auprès du patient, ou qu'est-ce qui vous empêche de faire mieux auprès du patient? Ah, c'est vraiment ce truc-là. Bon, ok, ça d'accord, pas de problème, on travaille dessus. D'accord, ok, très très clair. Et par rapport c'est de série un peu. Oui, complètement. Et par rapport aux prochaines étapes que vous allez avoir, qu'est-ce que ça va être le futur du développement de Maze? L'année passée, on a développé un modèle plus grand et plus enveloppant pour les publics touchés par le trouble du spectre autistique et pour les secteurs de psychiatrie sur lesquels on commence à bien se développer. Donc pareil, il y avait 2 secteurs qui nous ont fait quasiment la même demande. En termes de potentiel aussi de développement, c'est super intéressant et c'est porteur, donc on l'a développé. Et là, on est en train d'adapter le dispositif à une utilisation en accueil de bloc opératoire et en salle de réveil. D'accord. Parce que les patients sont très agités, souvent, qu'ils aient une pathologie ou pas. Et du coup, la phase d'endormissement est source de stress et la phase de réveil aussi. Donc ça, c'est un point bloquant. Je pense que cet exemple, il est intéressant parce que des chirurgiens sont venus nous demander en fait, de former leurs équipes.
Parce que les équipes sont formées souvent en bloc opératoire à accompagner un patient lambda et pas un patient qui a un trouble cognitif, qui est désorienté ou qui a un trouble de l'attention. Et donc ça, ils savent pas gérer. Et donc leur comportement majore l'agitation du patient. Et donc là, ils se sont bien dit qu'à la fois, du coup, ça prenait plus de temps à endormir le patient et il y avait besoin de plus de médicaments. Et à la fois, on sait que le cœur d'un hôpital, c'est le bloc opératoire. Et malheureusement, un bloc qui tourne pas, c'est beaucoup de pertes de temps, d'argent, et puis pour les praticiens, pour tout le monde. Et donc on s'est dit, cette problématique est terrain, elle est réelle, elle est très intéressante et elle est porteuse. Et puis nous, en termes de challenge, moi, ça m'a particulièrement touchée. Donc on est en train de démarrer ça avec les hôpitaux de Toulouse. Et donc, j'en viens pour finir à répondre à ta question. Pareil. J'ai vu tous les services de bloc, tous les médecins hygiénistes, les trucs qui valident les protocoles, machin. Tout le monde avait des idées dans tous les services, dans tous les sens, de comment il fallait désinfecter l'outil et comment on allait prévenir les risques infectieux sur le tissu, etc. J'ai dit, ok, je prends note de tout. On va faire la première tranche, c'est-à-dire on va utiliser le produit qu'on a déjà dans un environnement qui n'est pas risqué, c'est-à-dire l'accueil au bloc opératoire, qui est un des endroits où il y a le plus de sources de stress. D'accord. Et donc aujourd'hui, en fait, on commence le projet et on forme avec le produit qu'on a déjà. Pour autant, on est en train de regarder avec les équipes comment on va pouvoir le rendre stérile pour la phase d'après, dans 6 mois, dans 1 an. Donc à chaque fois, en fait, tu déconstruis tout le processus et tu vas à l'endroit où tu peux avoir une action tout de suite maintenant. Là, tout de suite, maintenant, pour commencer à avoir des résultats, que ça influe dans le service, que les gens l'aient en tête, qu'ils commencent à l'utiliser, que ça devienne une habitude dans le protocole de soins. Et pendant ce temps-là, on regarde, ok, si ça se passe bien à l'accueil, pour les patients qui sont en anesthésie locale, l'idée c'est de pouvoir ensuite que l'outil continue de les accompagner pendant l'opération. Là, c'est une deuxième phase. Mais si j'avais voulu résoudre cette phase-là aujourd'hui, je pense qu'en termes de négociation et de temps de développement avec l'hôpital, ça aurait pris 2 ans de plus. D'accord. Une question peut-être un petit peu provocatrice par rapport, sûrement dans la salle, il y a peut-être des personnes qui travaillent avec des dispositifs médicaux, qui veulent en développer, des choses, des classes de DM qui sont supérieures. Et tout simplement, est-ce que ce modèle il est reproductible sur des DM peut-être qui ont un peu plus d'impact direct, on va dire, sur la santé du patient? Excuse-moi, le terme direct n'est pas forcément flatteur, mais plus invasif, voilà. Parce que nous, c'est assimilé, quand on va passer à la certification, c'est du DM de classe 1, donc c'est vraiment le premier stade. Je peux pas m'avancer parce que du coup, je peux pas m'avancer, je travaille pas sur des choses invasives, mais je pense que c'est quand même des réflexes qu'on peut garder. Et on n'est pas obligé. Je pense qu'il y a quand même toujours... Il faut croire qu'il y a des marges de manœuvre. Tout à l'heure, là, on parlait des patients sur les thérapies des maladies auto-immunes, etc. J'ai une amie qui fait de la recherche utilisateur pour ces patients-là, donc qui passe ses journées à interviewer les patients avec des maladies rares pour tout ce qui est les thérapies personnalisées. Et en fait, elle ne peut pas faire son boulot parce que le processus de recrutement est tellement long et tellement complexe et tellement peu fiable que du coup, elle n'a pas les bonnes données pour avancer. Et là, je sens que, par exemple, c'est sclérosé parce qu'il y a un potentiel énorme, mais en fait, c'est le processus de recrutement des patients qui est trop long. Qui est trop long. Voilà. Donc, c'est un exemple, mais ça m'a sauté aux yeux. Je me dis, mais il y a forcément des endroits dans toute la chaîne de valeur où, même si on est dans un environnement complexe, il faut continuer de croire qu'il y a des choses qu'on peut simplifier ou qu'on peut faire plus vite. Peut-être qu'on ne pourra pas autant, mais si on se dit qu'on ne peut pas le faire, il n'y a jamais rien qui va évoluer, quoi. C'est un peu dommage. Est-ce que tu conseillerais des fois demander à une personne externe du milieu de la santé de jeter un coup d'œil à son projet? Parce que forcément, quand on est un petit peu entre soi, on ne voit pas le spectre global. Ouais. Ok. J'ai un exemple concret. Il y a un de nos clients, l'association hospitalière Sainte-Marie, qui possède quelques dizaines d'établissements en psychiatrie, a mis à son board, donc son comité stratégique, un ancien de l'industrie automobile. D'accord. Le but, c'est qu'ils se sont rendus compte que leur façon d'accompagner n'était pas assez efficace. Et cette personne-là, elle n'y connaît pas grand-chose à la santé, mais elle a un esprit extrêmement logique et de rationalisation. Et donc, elle leur a fait supprimer des coûts énormes. Et bien sûr, il y a toujours l'équilibre à trouver avec la qualité d'accompagnement, bien évidemment. Mais du coup, elle les aide à faire des bonds dans leur évolution, parce qu'elle vient d'un milieu tellement éloigné que ça les challenge. Après, ils font la part des choses. Et moi, j'apprécie cette personne parce que typiquement, sans être trop longue, il a compris que les salles sensorielles, donc les salles dans lesquelles on emmène le patient pour s'apaiser, c'était quelque chose de très coûteux, qui mobilisait une salle entière, donc en termes d'aménagement, de mètres carrés, de praticité, c'était pas l'idéal. Et il a vu que nous, on faisait du sensoriel, mais dans un seul outil qui est mobile et qui coûte 4 fois moins cher.
et qu'on peut balader partout dans l'hôpital. D'accord. Et donc du coup, directement, il a fait le lien en fait. Il connaît pas les thérapies sensorielles, mais il s'est dit, ok, ils ont besoin de ça, c'est pas pratique. Elles font une solution qui est similaire et qui est beaucoup plus simple. Et il nous a mis en relation et ça fait 1 an qu'on développe dans leurs hôpitaux. D'accord, vous travaillez avec eux. Et voilà, et c'est typiquement cette personne-là. Donc moi, je trouve ça très intelligent qu'ils aient eu l'humilité et l'ouverture de le mettre dans leur board stratégique. D'accord, de sortir un petit peu du cadre. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être ? Allez-y, madame. Oui. Typiquement, les hôpitaux de Toulouse nous ont demandé de réadapter tout pour la néonate. Et pareil, j'ai vu que ça allait d'une complexité infernale. Donc je leur ai dit, mettons en pause. Commençons sur l'hôpital pédiatrique, pas la néonate. Voyons déjà ce que ça donne. Et si ça prend, on aura du coup plus de chance de notre côté que de rester dans notre labo pendant 3 ans à développer quelque chose pour la néonate. Et on ne sait même pas si les équipes, en fait, au-delà de ce qu'elles ont dit sur le papier, ça allait vraiment être leur parler. Oui. Et donc, encore une fois, le truc d'étape par étape. Ok, essayons déjà dans l'hôpital pédiatrique, voyons si ça prend, et après on ira vers la partie la plus complexe. Mais oui, sinon, on signe des choses, par exemple, avec des crèches, ou avec des hôpitaux pédiatriques, et on est en train de faire des versions plus petites, justement, pour les petits. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? J'en ai une toute prête qui... Ah, si, allez-y. Oui, le mieux c'est que je te fasse essayer si tu veux. Peut-être là je vois qu'il y a un petit fauteuil. Si tu veux à la sortie, je peux te faire une petite. Je te l'allume et puis tu pourras le régler et faire comme tu veux. Ok, c'est encore mieux pour bien visualiser, mais du coup, je crois que vous aviez six choses différentes entre les vibrations, la pression, etc. dedans. Ouais. Ok. Je crois qu'il y a une question supplémentaire. Alors, merci. On va faire notre premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. On a fait 600 là. Concrètement, la force commerciale, c'est moi et un agent commercial qui fait moins de 10% du chiffre d'affaires. Je ne suis pas commerciale au départ, j'ai pas fait d'école de commerce. Pourtant, j'ai la conviction, l'envie, la passion. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qu'il faut vraiment mettre en avant quand on veut vendre son dispositif, sa solution. Désolée si on sort un peu du cadre, mais c'est important de répondre à cette question. Beaucoup de gens ont l'illusion qu'il faut prendre des commerciaux très expérimentés qui vous vendent des merveilles. Moi, je m'y connais dans le milieu de la santé, t'inquiète, je vais faire. Et qui te demandent 100 000 balles par an. Moi, j'en ai testé un. En 3 mois, j'ai vendu plus que lui. Donc, voilà. Tout le monde aujourd'hui, s'il a l'envie et s'il est bien coaché, c'est plus une question d'envie et que de surtout pas déléguer la partie moi je porte vraiment ça, déléguer la partie commerciale au tout début, c'est très dangereux parce que la personne elle aura pas la conviction que tu auras à aller convaincre, et c'est ta passion, c'est ce que disait Frédéric ce matin. Si tu portes ce projet, c'est que c'est ta passion et c'est ça qui va être communicatif. Une fois que tu as mis un processus et une méthode commerciale que tu connais, là tu peux embaucher des gens pour la répliquer et parce que tu sais qu'elle fonctionne. Mais typiquement, moi on a mis quelque chose en place qui fait qu'on passe pas par les appels d'offres dans les hôpitaux. Parce qu'on répond à des critères qui font que du coup on squeeze les appels d'offres, et par exemple ça c'est très très bien. Je sais quel financement il faut aller solliciter, dans quel cas, sur quel budget, est-ce qu'on va financer telle partie de la formation, telle partie du dispositif, etc. Parce que je l'ai construit avec mes clients. Et chaque façon de vendre un dispositif ne va pas être la même en fait. Et ça, c'est vraiment à travailler très tôt, poser beaucoup de questions aux prospects. Comment vous achetez d'habitude ce type de solution, comment elle s'achète chez vous? Sous quelles contraintes, en dessous de quel budget le processus de décision il est facile ou pas? Où est-ce qu'il faut que ça passe? Et tout ça, c'est aller travailler. Après, tu peux le répliquer en embauchant des gens, mais vraiment, pour dérisquer, c'est... Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ou... On va peut-être prendre, si vous avez une dernière question. Allez-y, Isabelle.
Oui, on réfléchit à d'autres supports. Encore une fois, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais oui, ce serait l'idéal. Et moi, j'aimerais bien qu'on développe quelque chose pour les soignants. Parce que là, c'est un outil qui est utilisé par le soignant pour le patient. Donc, souvent, ils en bénéficient aussi. On leur dit, utilisez-le aussi en salle de pause pour vous faire du bien. On aimerait développer ensuite des choses pour le soignant, pardon. Sur ce savoir-faire de l'électronique souple, toujours, quand même. Oui. Après, il y a le temps, il y a voilà. Mais oui, et je sais plus ce que vous disiez après. Le B2C, du coup, peut-être. Oui. Pareil, on a beaucoup de demandes du B2C, beaucoup. Pareil, on ne peut pas tout faire en même temps. Aujourd'hui, on est 12 personnes, donc on ne peut pas tout faire. Donc on est focalisé B2B, mais ce qu'on essaie de faire, c'est que comme notre dispositif a déjà été prescrit par des médecins, on essaie de le faire référencer par les MDPH pour que les personnes reconnues personnes handicapées puissent l'avoir sur prescription. Donc ça, ce sera notre premier accès en B2C. Et après, on regarde avec des mutuelles ou des offres d'assurance qui pourraient l'intégrer à leur contrat. Mais voilà, c'est un... Donc oui, c'est dans la ligne d'horizon. Oui, après, ça demande... un petit peu de temps. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Du coup, évidemment, il y aura le contact de Nancy. Vous pouvez aussi échanger juste après. Tu veux dire quelque chose? C'est toi, je crois que tu avais fait... Non, j'avais une petite question en plus. C'était justement sur... parce que, allez, on va la poser, on a un petit peu de temps. C'était sur les défis de l'industrialisation. Vu que du coup, vous êtes en train de grossir et que du coup, vous êtes sur du hardware. Et on sait que le hardware en santé, c'est toujours des fois un sacré défi, encore plus que le software. Du coup, comment vous y répondez? Est-ce que vous y réfléchissez? Désolé, grosse question. Non, mais oui, mais c'est un défi de tous les jours en fait. Donc, en fait, le défi, c'est d'aller convaincre les gens qu'il faut produire ton produit parce que dès que c'est pas exactement comme ils ont l'habitude de faire, c'est plutôt pour ça. C'est une autre forme de vente. Vendre l'idée que c'est bien de le fabriquer. L'approvisionnement, etc. Est-ce que vous avez des défis là-dessus? Est-ce que vous avez des personnes qui travaillent sur le sourcing des matériaux, sur le sourcing de l'électronique? Parce qu'on sait qu'on est en tension en France actuellement. Oui. Ok, donc tout ça, c'est préparé. Oui. Très bien. Merci beaucoup Nancy et merci beaucoup aussi pour toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions en plus à Nancy a posteriori. Et puis on va passer sur la suite des présentations. Merci beaucoup Nancy. Merci beaucoup.